Salut, c'est Wassim Bendela et bienvenue à vous dans Afterlife Labs, le média pour comprendre ce qui fait bouger le monde. Ma vidéo de la semaine dernière sur les vaccins à ARN messager a fait plus de 8000 vues et a donc battu le record de ma chaîne YouTube. Merci à vous. Et pour ceux qui l'ont raté, vous pouvez toujours la visionner, le lien est dans la description. Pour ce qui est de cette semaine, on va changer de sujet, changer de thème et on va parler de stratégie et de consumer app. Et sans plus tarder, let's go. Alors, l'entreprise dont on va parler aujourd'hui, c'est Calm. C'est une application de contenu audio autour du bien-être et de la relaxation. Sa mission est toute simple, aider ses utilisateurs à faire face à certains problèmes de santé mentale comme le stress, l'anxiété ou l'insomnie. Elle a été lancée en 2012 à San Francisco et l'entreprise est rentable depuis 2016 avec 4 millions d'abonnés payants. Calm propose une large gamme de contenus, on peut y retrouver des sessions de méditation guidée, de la musique relaxante. Par exemple, Diplo vient de sortir son album d'ambiance sur Calm. Il y a aussi des podcasts sur le bien-être, du contenu pour enfants, pour ados, et des histoires pour s'endormir. Bref, Calm s'inscrit dans une niche bien précise, celle du contenu audio apaisant. Alors, que s'est-il passé pour qu'on en vienne à parler d'une petite application de méditation aujourd'hui ? Eh bien, c'est que ce n'est plus une si petite application que ça. Calm vient de lever 75 millions de dollars et est à présent valorisé à 2 milliards. On retrouve parmi ses nouveaux investisseurs Goldman Sachs ou encore Mark Benioff, qui est le CEO milliardaire à la tête de Salesforce. Il y a aussi le fonds d'investissement d'Aston Kutcher, Sound Ventures, qui avait déjà investi auparavant dans Calm, mais qui a tenu à participer une nouvelle fois dans ce round. Il faut dire que l'application a réussi à doubler son nombre de téléchargements sur un an pour atteindre les 100 millions de téléchargements. Et sur cette base-là, 4% sont des abonnés payants. Un abonnement annuel à Calm coûte 49 € ou 69 $. Et puisqu'il y a 4 millions d'abonnés payants, on peut dès lors estimer que l'entreprise génère au moins 200 millions en revenus annuels récurrents. Calm s'est d'abord fait connaître avec ses méditations guidées. Et puis après avoir validé son product market fit, après s'être assuré qu'il y avait une vraie demande pour son offre, la startup a ensuite peu à peu étoffé son catalogue avec des podcasts, de la musique et d'autres contenus audio en tout genre. En parallèle, Calm a fait intervenir plusieurs célébrités pour attirer de nouveaux abonnés, un peu à la Netflix. La startup va avoir ce flux constant de nouveaux contenus pour garder ses abonnés payants. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver sur l'application le chanteur Harry Styles, l'acteur Matthew McConaughey ou encore le musicien Moby. Mais la nouvelle direction que semble prendre Calm est celle de partenariat B2B. Et je pense personnellement que c'est une excellente idée car j'ai tendance à trouver les économies B2B bien plus intéressantes que les économies B2C. Et voici 3 arguments pour supporter ma thèse. Le tout premier, c'est que le volume des ventes est plus important en B2B. Convertir un utilisateur individuel à Calm va générer 49 € par an. Mais convertir une entreprise de 500 salariés à Calm va générer peut-être 10 000 €. Et ça, c'est même si on offre un super gros discount de moins 60% à l'entreprise. Et donc, quand on est sur des échelles pareilles, ça justifie amplement d'avoir une équipe de vente dédiée pour signer ce type de deal. Le deuxième point, c'est que la rétention est supérieure en B2B. Dans le SaaS, le Software as a Service, les comptes individuels ont un churn ou taux de résiliation d'environ 5% par mois. C'est-à-dire qu'il y a 5% de la base des utilisateurs qui se désinscrit sur un mois. Pour ce qui est des comptes d'équipe ou des comptes Teams, le churn est à 1 voire 2% par mois. Et c'est logique, un utilisateur qui suspend son abonnement cesse immédiatement de générer des revenus, mais un utilisateur dont c'est l'entreprise qui paie l'abonnement peut arrêter d'utiliser le produit. Il va quand même générer des revenus et il pourra même reprendre son utilisation ultérieurement. Une rétention supérieure se traduit tout naturellement par des revenus supérieurs. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est que l'ajout de sièges est possible. Lorsque Calm a vendu un abonnement à un individu, à un particulier, c'est fini. Mais lorsque Calm vend un package d'abonnements à une entreprise, ses revenus peuvent augmenter au fur et à mesure que l'entreprise croît. Et par exemple, Slack utilise une version très avancée de cette stratégie.
Chaque siège supplémentaire coûte 7 €, donc c'est un pricing à la tête et qui est aussi basé sur les effets de réseau. Calm compte donc signer plus de deals avec des entreprises. Par exemple, aux États-Unis, il y a 12 millions de personnes qui sont couvertes par Kaiser Permanente et qui ont accès à Calm sans coût additionnel. Et donc cet argent-là que Calm vient de lever va servir à supporter ses activités de vente et à s'assurer une croissance organique au travers de canaux de pub payants. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, Facebook est le principal canal d'acquisition de Calm, avec plus de 300 pubs actives. La startup utilise la séquence de messages et le retargeting pour accompagner les leads tout au long de leur parcours d'achat. Et puis cette injection de cash va aussi servir l'expansion internationale de la startup. Ce mois-ci, en décembre, du contenu sera ajouté pour la première fois en japonais, qui est la 7e langue disponible. Et enfin, Calm compte se mettre aux acquisitions pour intégrer d'éventuelles autres plateformes de contenu audio à son propre catalogue. Et alors la stratégie de Calm va-t-elle fonctionner ? Pour moi, la clé de la bataille, c'est la rétention. Je m'explique, certains produits sont extrêmement bien taillés pour du B2C, parce qu'ils ont un churn inhabituellement bas. C'est le cas par exemple de Spotify ou de Netflix, puisqu'ils répondent à des besoins et des habitudes bien ancrées en nous, écouter de la musique et regarder des séries. Par contre, méditer ou écouter des histoires pour s'endormir ne sont pas des actions de la même nature. C'est pas des habitudes établies, répandues et régulières. Si on exclut les amateurs, la plupart de ceux qui s'essaient à la méditation abandonnent au bout de quelques semaines, quelques mois, et y reviennent peut-être plus tard. C'est peut-être votre cas à vous, ou alors je suis sûr que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un dont c'est le cas. Et donc le taux de résiliation est beaucoup plus grand. Et c'est exactement pour ça que je pense que Calm est en train d'emprunter la bonne voie en se tournant vers les entreprises. Il faut garder à l'esprit que 2020 est une année atypique et extrêmement stressante à bien des égards. Et sans nul doute que Calm en a bénéficié, avec ses nouveaux utilisateurs séduits par la proposition de valeur de l'entreprise dans une période exceptionnelle de pandémie. Mais ces nouveaux utilisateurs vont-ils lui être fidèles en 2021 et au-delà ? C'est la grande question. Et puis il y a une autre verticale qui peut être extrêmement intéressante pour Calm, c'est celle des coachings et des consultations privées. Il me semble qu'il n'y a pas aujourd'hui de grosses plateformes qui agrègent toute l'offre disponible. C'est encore un marché très fragmenté et pourtant, sa taille n'est pas du tout négligeable. Et donc je pense que ça peut constituer un axe de croissance complémentaire pour Calm. Alors, quelles leçons tirer de tout ça ? Si vous avez un produit B2C, votre priorité doit être la rétention. Si votre rétention est bonne, alors vous pouvez utiliser vos revenus pour financer votre croissance, votre diversification, votre expansion, ainsi que vos acquisitions et vos partenariats. Calm est déjà une entreprise rentable, c'est pourquoi il est tout à fait logique qu'elle s'aventure dans ces nouvelles activités. Par contre, si votre rétention est mauvaise, tout ça, on s'en fout un peu. L'erreur à ne surtout pas commettre est de tenter de grossir et d'étoffer votre offre alors que votre cœur de métier n'est pas encore maîtrisé. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter pour recevoir nos exclus. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'After Life Labs. Ciao.